tous et bienvenue dans cette vidéo de révision de chimie où on va traiter la partie chimie du sujet CCP-PSI 2015 qui a pour thème l'électrochimie avec l'étude d'un procédé de dépôt de nickel par électrolyse. Donc ça va être l'occasion de voir comment utiliser les courbes intensité potentielle pour caractériser une électrolyse. Donc le principe, ça va être de recouvrir une pièce en fer d'un dépôt métallique, et c'est expliqué dans l'énoncé. Donc l'énoncé, on peut le trouver sur le site de CCP. Et on est parti. Après un premier texte d'introduction générale sur le dépôt de nickel, l'énoncé propose une courte description de l'expérience. Donc on va recouvrir une électrode de fer d'une couche mince de nickel. L'énoncé décrit le protocole utilisé, et donc quand vous lisez l'énoncé, il est essentiel, et en chimie peut-être encore plus que d'habitude, de faire un schéma de l'expérience. Donc on a un bain d'une solution de sulfate de nickel ici, donc que j'ai représenté ici, dont on vous donne la concentration en ions, donc elle est de 1 mol par litre en ions Ni2+, et SO4-, et on vous dit que le pH de cette solution est à 5, donc on a une solution légèrement acide. On a une électrode de fer, donc qui est celle qu'on va vouloir recouvrir. On vous dit que l'autre électrode est une électrode inattaquable, donc elle sera inerte, une électrode de platine. Et entre les deux, on vous dit qu'on utilise un générateur de tension de force électromotrice E. Alors je n'ai pas orienté pour l'instant le générateur, car je ne sais pas si la tension E est positive dans ce sens-là ou dans l'autre. Il va falloir analyser un petit peu la situation, donc pour l'instant on ne l'oriente pas. Et voilà, on a juste donc là traduit en schéma ce qui nous est proposé. De toute façon, la question 33 nous demandait de faire le schéma de l'électrolyse, donc ça on vient de le faire. On nous demande de faire apparaître l'anode, la cathode, le générateur de tension, dont on indiquera le sens, la polarité, par le fléchage de E. Donc maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à la physique du problème, et l'objectif, ce que nous dit l'énoncé, c'est qu'on veut déposer du nickel sur le fer. Si on veut déposer du nickel sur le fer, ça veut dire qu'au cours de l'expérience, ici, va se former, eh bien, du nickel solide. Et quand on analyse un petit peu, alors on a ces données-là qui sont données à la fin de l'énoncé. Comment former du nickel solide? On voit bien avec les ions présents que ça va se faire par réduction de Ni2+, qui va consommer 2 électrons pour donner du Ni solide. Et ça va se faire sur l'électrode de fer. Donc on voit qu'on a ici une consommation d'électrons, donc ça c'est une réduction, et le lieu de la réduction, par définition, l'endroit où se fait la réduction, c'est la cathode. Donc on peut déjà déduire que ici, le fer joue le rôle de cathode, et donc nécessairement le platine va jouer le rôle d'anode. Ça veut dire qu'ici, il va y avoir une oxydation. Alors on essaiera d'étudier laquelle ensuite, mais pour l'instant, donc faisant apparaître l'anode, la cathode, nous venons de le faire. Le générateur de tension, nous devons décider son sens positif et son sens négatif. Alors pour cela, moi je vais plutôt m'intéresser pour l'instant au sens des électrons. On voit qu'il y a des électrons qui sont consommés ici. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un ion Ni2+ qui va s'approcher de l'électrode de fer, et il va consommer 2 électrons pour se transformer en Ni. D'où viennent ces électrons? Il n'y a pas d'électrons dans la solution, donc les électrons viennent nécessairement de la partie métallique ici, des électrodes et du circuit. Donc le sens des électrons est nécessairement celui-là. Ils sont produits par une oxydation à proximité de l'électrode de platine, et sont consommés par la réduction au niveau de l'électrode de nickel. Alors si les électrons sont dans ce sens-là, je peux en déduire directement le sens positif du courant, I supérieur à 0, et donc vers la droite, puisqu'on sait que le sens positif du courant est le sens opposé du sens de déplacement des électrons. Maintenant que nous savons que I va de la gauche vers la droite, on peut en déduire le sens de E. En effet, dans une électrolyse, le rôle du générateur, ici E, est de fournir de la puissance à l'électrolyse. Qu'est-ce que la puissance fournie par le générateur? La puissance fournie par un dipôle de manière générale, on la trouve en dessinant le courant et la tension aux bornes du dipôle. Alors, si je mets U et I en convention récepteur, quand je fais U fois I, j'ai la puissance reçue, si je me mets en convention récepteur. J'ai la puissance reçue par le dipôle D. Si je me mets en convention générateur, U fois I est cette fois-ci la puissance
fournie par le générateur. Et donc, si j'ai un dipôle pour lequel I comme ça est positif et U comme ça est positif, j'ai le produit U fois I qui est positif, qui correspond à la puissance fournie. Et bien ça, c'est exactement ce qu'on souhaite pour notre générateur, vu qu'on souhaite qu'il fournisse de la puissance, et on sait que le courant va de la gauche vers la droite. Hein, le courant ici va de la gauche vers la droite. Donc pour que notre générateur fournisse de la puissance, il faut aussi que la FEM positif soit de la gauche vers la droite. Voilà ce qui m'a permis d'orienter la FEM. Alors, on peut remarquer d'ailleurs hein, que le E0 du couple NI2 plus NI, qui va être la réduction qui est située ici, est le plus faible des potentiels standards proposés. Donc, ça nous mettait sur la voie que ici on doit avoir le pôle moins, mais malgré tout, la vraie démonstration, c'est celle que nous venons de faire. Donc, dans la question suivante, on nous demande quelle est la valeur minimale que doit posséder E pour espérer que l'électrolyse ait lieu. Et on s'intéresse dans un premier temps uniquement au point de vue thermodynamique. Le point de vue thermodynamique consiste à dire que E doit être supérieur à une valeur de seuil qui est la différence entre les potentiels d'équilibre du pôle plus ici et du pôle moins ici. Alors, les potentiels d'équilibre sont donnés par la loi de Nernst. Pour l'exprimer, il faut donc que nous écrivions les demi-équations qui s'exercent au niveau de chaque pôle. Donc au niveau du pôle moins, eh bien, E-, ça va être quoi? Eh bien, on va écrire la demi-équation. Ni de plus des électrons donne Ni solide. Eh bien, ça va être, d'après la formule de Nernst, le potentiel standard du couple Ni de plus Ni, plus on va se mettre avec l'approximation de RT sur F ln de x qui vaut 0,06 log de x, donc ça fait 0,06 sur 2 log de l'activité des espèces qui sont du côté oxydant, donc ici il y a uniquement la concentration Ni de plus, sur l'activité de Ni solide qui vaut 1. Donc voici l'expression. Alors elle peut se simplifier puisque on vous donne ici moins 0,23 volts pour E0 Ni de plus Ni, et on a une concentration, je l'ai noté, de 1 mol par litre pour le Ni de plus, ce qui fait que le log va valoir 0, et donc on a ici le potentiel du pôle moins. Alors pour calculer la tension de seuil, il faut maintenant connaître le potentiel du pôle plus, et il va falloir écrire une loi de Nernst, mais avant cela, il faut savoir quelle est la demi-équation qui a lieu. Alors elle ne nous est pas signalée dans l'énoncé, mais on sait qu'on est à l'anode, donc il faut qu'on trouve une oxydation qui ait lieu. Alors une oxydation, on va regarder un petit peu les autres espèces présentes en solution. On est en milieu acide, donc avec pH 5, il y a des ions H+, il y a de l'eau aussi, il y a du SO4 de moins, mais a priori lui va être inerte d'un point de vue électrochimique. D'ailleurs il n'apparaît pas dans les potentiels d'oxydoréduction. Et on peut, alors si on regarde un peu les couples de l'eau, hein, puisque c'est ça qui apparaît, on sait que l'eau peut se réduire en dihydrogène, mais ici nous on cherche une oxydation, donc c'est pas ça qui va nous intéresser. L'oxydation de l'eau, ça va plutôt être l'eau qui va donner du dioxygène. Donc ça on le sait, hein, puisqu'on connaît le diagramme pH de l'eau, par exemple. Vous savez qu'il y a l'eau comme ça, il y a le dihydrogène en dessous, le dioxygène ici, donc ça c'est le diagramme E en fonction du pH. Pardon, je vais plutôt mettre le 0, si je veux mettre le 0 c'est plutôt ici. Et on sait que l'oxydation de l'eau, c'est-à-dire l'augmentation de son nombre d'oxydation, va le faire se transformer en dioxygène. Donc après il faut qu'on équilibre. Donc H2O va donner 2O2, on va mettre 2H2O ici, plus 4H+, pardon, pour égaliser, et on va mettre 4 électrons, et on a bien une oxydation ici qui peut avoir lieu, et on peut écrire l'équation de Nernst associée, donc E+, égale le potentiel standard de O2H2O, plus ici 0,06 sur 4, fois le log de ce qu'il y a du côté des oxydants. Alors, l'activité de O2, ça va être la pression partielle de O2 sur P0. On n'oublie pas la concentration en H+, à la puissance 4. Et l'activité de l'eau, qui va valoir 1. Alors, l'énoncé ne nous donnait pas d'informations sur la pression partielle d'O2. On va supposer qu'elle est de 1 bar. Et donc, on va pouvoir écrire que c'est E0 O2 H2O. Le
moins 0,06 pH, car le pH ici c'est moins log de la concentration en H+. Le E0 H2O O2 c'est 1,23 volts et le pH était de 5, donc ce qui va nous faire E plus égale 1,23 moins 0,3, et ce qui va nous faire du 0,93 volts. Et donc on peut trouver la tension de seuil de la pile, qui va faire 0,93 moins 0,23, c'est-à-dire 1,16 volts. Voici la tension de seuil de la pile. Alors on nous dit que en pratique, pour un courant de 1,8 A, il faudra ajouter à la tension de seuil des surtensions anodiques et cathodiques de 0,6 et de moins 0,1 volts, et en plus une surtension notée UR. Alors on nous demande à quoi correspond la surtension et quelle est la tension délivrée par le générateur. Alors, ce que nous avons fait précédemment dans les courbes d'intensité potentielle, c'est la différence des potentiels de Nernst. Les potentiels de Nernst, on a dit que ce sont les potentiels d'équilibre. Donc par exemple pour l'oxydation, on a un potentiel d'équilibre comme ça ici, et on peut avoir une branche d'oxydation qui est comme ça. Et dans une électrolyse, la réduction, elle aura un potentiel d'équilibre à cet endroit-ci, et une courbe de réduction comme ça. Donc là, on a l'oxydation. Donc l'oxydation, nous avons vu que nous, ça allait être H2O qui allait donner O2. Et la réduction, c'est la réduction des ions nickel en Ni solide. Voilà ce qu'on veut former au pôle plus et au pôle moins dans l'électrolyse. Ce que nous avons calculé pour l'instant, c'est la tension de seuil donnée par la différence des potentiels d'équilibre de Nernst qui sont ici. Mais si on veut qu'il y ait un certain courant, notamment un courant de 1,8 A, eh bien il faut se placer à un courant de 1,8 A pour l'oxydation et un courant de moins 1,8 A pour la réduction, puisque tous les électrons fournis par l'oxydation doivent être consommés par la réduction, donc on a un courant symétrique de part et d'autre. Et on s'aperçoit que pour obtenir ce courant de 1,8 A, il faut ajouter une surtension par rapport au potentiel d'équilibre au niveau du pôle plus. Cette surtension, donc anodique, puisqu'au niveau de l'oxydation, est de 0,6 volts. De la même manière, pour avoir ce courant, l'énoncé de moins 1,8 A ici, l'énoncé nous dit qu'il y a une surtension ici de moins 0,1 volts cathodique. Donc vous voyez, mais ici mes surtensions ne sont pas à l'échelle, mais c'est pour bien comprendre le fait que, en raison des courbes d'intensité potentielle et donc de la présence de courant, la tension a priori prédite par les courbes d'intensité potentielle, ce qu'on note la FEM qui dépend de I, ou qu'on note des fois delta E qui dépend de I, elle est en fait de U seuil plus la surtension anodique plus la surtension cathodique qu'on prend en valeur absolue. D'accord? Et donc elle est ici. On avait trouvé 1,16 volts plus 0,1, donc 1,26 plus 0,6 qui donne 1,86 volts. Alors, voyons maintenant ce qui se passe du point de vue du circuit équivalent à notre électrolyseur. Donc on a notre générateur extérieur de FEME qui va être mis en contact avec l'électrolyseur. L'électrolyseur, on peut d'abord le représenter par une source de tension qui est sa tension de seuil, à laquelle on ajoute les surtensions qui sont relevées sur les courbes d'intensité potentielle et qui dépendent du courant. Donc la surtension anodique plus la valeur absolue de la surtension cathodique, les deux étant des grandeurs qui dépendent de I. Et à ça, il faut prendre en compte en plus une chute résistive de tension qui est due à la résistance interne de l'électrolyseur et qui se manifeste par une résistance interne petit r. Et voilà, ça c'est le système électrochimique électrolyseur que je connecte au générateur de tension E. Si on écrit la loi des mailles, donc on a vu que le sens positif du courant était dans ce sens-là dans l'électrolyseur, et bien la loi des mailles va nous donner que E égale directement U seuil plus les surtensions. Donc ça c'est le terme FEM sous courant I qu'on a calculé précédemment, plus, qui est relevé sur les courbes d'intensité potentielle, plus RI. D'accord? Et ce terme RI, eh bien c'est justement le terme qui se rajoute et qui est appelé UR dans l'énoncé, donc qui correspond à une chute de tension associée à la résistance interne de l'électrolyse.
Et donc quand on fait le calcul, on trouve au final que la FEM qu'il faut appliquer à l'électrolyseur pour avoir un courant de 1,8 A est de 2,01 volts. Donc voici la réponse à la question. On nous demande ensuite donc de déterminer la masse de nickel qu'on peut déposer avec ce système durant 1 heure avec un courant de 1,8 A. Alors, on doit considérer que le rendement faradique est égal à 100%. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que tous les électrons qui vont arriver ici vont permettre à Ni de plus de se transformer en Ni solide. Il n'y a pas d'autres réductions qui vont se produire et qui vont produire autre chose que du Ni solide. Donc ça, c'est l'interprétation du rendement faradique de 100%. Une autre manière de le voir, c'est que le rendement faradique, ça correspond à la masse réelle qu'on va effectivement déposer de nickel sur la masse théorique qu'on déposerait si tous les électrons servaient à faire la réduction du nickel. Donc c'est une définition équivalente. Eh bien, écrivons donc la réaction de formation du nickel solide. Et ce qu'on va faire quand on doit faire ce genre de calcul, c'est de faire un tableau d'avancement rapide où on va faire apparaître la quantité de Ni solide formée, puisqu'on veut calculer la masse de nickel. Donc si on connaît la quantité de nickel formée, on va y arriver. Puis on va aussi écrire la quantité d'électrons échangés en mol au cours de la réaction et la charge associée. La charge échangée au cours de l'électrolyse. Alors à l'état initial, eh bien, on n'a pas encore formé de nickel, on n'a pas échangé d'électrons, et donc on a une charge échangée nulle. À l'état final, eh bien, ce qu'on a ici, c'est Xi, puisqu'on voit ici qu'on a un coefficient stoichiométrique de 1, donc là j'ai une fois XiF, XiF c'est l'avancement final. Ma quantité d'électrons échangés, eh bien comme pour... quand j'ai dit que le coefficient stoichiométrique était de 1, c'est vrai, mais c'est ce 1 là qui m'intéresse pour la quantité de matière de Ni. Excusez-moi, c'était pas pour Ni de plus. La quantité d'électrons échangés, eh bien à chaque fois qu'on produit une molécule de Ni, on a échangé 2 électrons. Donc là, le nombre de moles d'électrons échangés, c'est 2 fois XiF. Et pour passer du nombre de moles d'électrons échangés à la charge échangée, il faut connaître la charge d'une mole d'électrons. Et la charge d'une mole d'électrons, c'est ce qu'on appelle le Faraday. Donc il suffit de multiplier par le Faraday. Alors le Faraday, c'est aussi Na fois la charge d'un électron, NaE. C'est la même chose. Et donc ici, on a 2 XiF fois F qui est la charge échangée au cours de l'expérience. Mon inconnu, c'est la masse de nickel à la fin de l'expérience, c'est-à-dire la quantité de nickel à la fin de l'expérience fois la masse molaire du nickel. Autrement dit, la quantité de nickel à la fin de l'expérience, c'est XiF, donc c'est XiF fois la masse de nickel. Comment trouver XiF? Eh bien en utilisant la charge échangée ici à la fin de l'expérience, puisque, or, la charge échangée à la fin de l'expérience vaut 2 XiFF. Mais elle vaut aussi le courant qui a circulé dans l'électrolyseur fois la durée d'expérience qui est de 1 heure. Donc, tout est connu. XiF, c'est Q sur 2F. C'est donc I delta T sur 2F. Eh bien, c'est terminé. La masse de nickel formée, c'est donc I delta T sur 2F fois la masse molaire du nickel. On trouve 2,0 g à cette question. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on doit faire ce genre de calcul avec les électrolyses, il est toujours intéressant de faire le tableau d'avancement. On peut le faire à partir d'une demi-équation. On n'est pas obligé de le faire à partir de l'équation redox totale. Et de faire apparaître 2 colonnes spécifiques à l'électrochimie, qui sont la quantité de mol d'électrons échangés et la charge échangée, sachant qu'on passe de l'un à l'autre en multipliant par le Faraday. Alors en pratique, la masse déposée est de 1,75 g. Donc là, on retrouve la notion de rendement, qui est la masse expérimentalement déposée sur la masse théorique. Et bien ici, donc on a un rendement de 1,75 sur 2, qui est inférieur à 1. Et donc on essaye de comprendre la raison de cette différence. Et bien c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le générateur apporte un courant, c'est-à-dire qu'il va faire circuler des électrons, et que tous les électrons, en fait, nous on pensait que tous ces électrons servaient
à faire la réduction de Ni2+, pour Ni solide, mais il est possible qu'il existe une autre réduction qui consomme des électrons et qui fait qu'on formera moins de Ni solide. Et bien cette autre réduction, dans l'eau, il n'y en a pas tant que ça des réductions possibles, c'est la réduction de H+. C'est-à-dire que si on prend 2 H+, qui consomment 2 électrons, ils vont former H2 gazeux. Et donc il est très possible qu'il se produise un petit dégagement gazeux ici, qui fait qu'une fraction des électrons apportés par le générateur ne servent pas à réduire Ni2+, mais servent à réduire H+, et donc on forme moins de Ni solide au final. Et donc dans la dernière question, on nous demande d'interpréter un petit peu plus ce qu'on vient d'observer à l'aide des courbes intensité potentielle. Alors ces courbes intensité potentielle, on rappelle ici quand I est supérieur à 0, ça va correspondre par convention aux oxydations, et ici I inférieur à 0 aux réductions. Alors au niveau des oxydations, dans notre expérience, puisqu'on nous demande d'identifier un petit peu ce qui se passe sur chacune des parties des courbes, l'oxydation qui a lieu dans notre expérience, c'est H2O qui donne O2. On reconnaît bien ici cette branche qui s'appelle le mur du solvant du côté oxydation, l'oxydation de l'eau. Du côté des réductions, on voit apparaître une courbe un petit peu plus compliquée qui semble se dérouler en 2 étapes. Et c'est bien ce qui va se produire, puisqu'on va avoir la première réduction, celle qu'on souhaite dans notre cas, c'est Ni2+, qui donne Ni. Donc ça, c'est ce qui va se produire de A à B. Mais on a vu qu'une réduction supplémentaire pouvait apparaître, qui est celle du solvant. H+ donne H2. La concomitance en fait de ces deux réductions était à l'origine de la chute du rendement. Alors analysons un petit peu ce qui se passe quand on veut réaliser une électrolyse. On sait que, par exemple, ici si je me place à cette valeur de I, Iox égale I, je vais être ici sur la courbe intensité potentielle, c'est-à-dire que je vais réaliser une oxydation avec une certaine intensité, donc un certain débit d'électrons associé à la demi-équation H2O donne O2. Comme tous les électrons qui sont fournis par l'oxydation doivent être consommés par la réduction, je vais avoir un courant de réduction qui va être IRED égale moins Iox, donc moins I, et si je projette sur la courbe intensité potentielle, je me retrouve ici, et je vois que je vais avoir la réduction de Ni2+, qui donne Ni. La tension aux bandes de l'électrolyse, sans prendre en compte pour l'instant la résistance interne, va être lue ici, entre la différence de potentiel entre le pôle moins et le pôle plus. Si j'augmente cette tension, je vais donc aller un peu plus loin à gauche, un peu plus loin à droite. Ça va se traduire sur la courbe d'oxydation par une augmentation du courant. Donc par exemple, ici, je vais être à ce courant-là. Pour que l'électrolyse se passe, je dois toujours avoir Iox égale moins IRED, donc mon courant de réduction, désormais, va être beaucoup plus bas. Ici, je vais le reproduire, il va être ici. Et donc, je vais être à cet endroit-là, donc je vais avoir une tension comme ça, entre ce point-là et ce point-là. Donc là, en augmentant la tension, on voit qu'on augmente le courant, mais que désormais, la réduction de H+ en H2 a lieu, en plus de celle de Ni2+ en Ni. Donc j'ai bien vu qu'en augmentant la tension aux bornes de l'électrolyseur, j'ai favorisé la réduction de H+ en H2, et donc j'ai favorisé une diminution du rendement de mon système. Puisque c'est cette réduction qui consomme des électrons qu'il y a des électrons qui sont consommés pour former du H2 à la place de former du Ni. Donc ça c'est indésirable, ça fait chuter le rendement. Donc pour améliorer le rendement, est-ce qu'il vaut mieux augmenter ou diminuer la tension délivrée par le générateur? Clairement diminuer, pour être certain que le courant de réduction ne nous fait être que sur cette branche ici. Alors l'idéal c'est d'être ici, c'est-à-dire d'avoir un courant de réduction en valeur absolue maximale, donc pour avoir un maximum de débit d'électrons et produire beaucoup de Ni, mais tout en étant que sur la réduction de Ni2+ vers Ni. Donc l'idéal c'est d'être ici, donc IRED est comme ça, Iox c'est moins IRED, ça va être à peu près ici. Et donc la différence de potentiel à mettre, ça sera celle-ci pour être dans un cas optimal, à laquelle on rajoutera la RI, la tension associée à la résistance interne. Et là, ce serait le point de fonctionnement optimal de l'électrolyse qui permet de déposer Ni le plus vite possible sans être sur la réduction de H+ en H2.